Ah non, comme ça c'est mieux. Comme ça. Hein? Ouais, on n'est pas aidé. Hein. Ok, c'est bon, comme ça. Un autre mois où j'ai réussi à lire tous les livres que je voulais grâce aux super tips que vous aussi vous avez suivis dans ma dernière vidéo. Et aujourd'hui, du coup, je vous présente tous ces livres que j'ai lus au mois de juin. C'était franchement un bon mois, j'ai réussi à lire tous les livres que je voulais. Mais c'était pas que des lectures très faciles. J'ai bien alterné entre les deux, entre des trucs un peu plus chill romans et des livres qui font mal à la tête. Et j'ai plein de choses à vous dire, donc on commence tout de suite. Donc premier livre que j'ai lu au mois de juin, c'est On ne naît pas soumise, on le devient de Manon Garcia, donc reprise de la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Bien. Bah, je vais vous lire le résumé, tiens. Même les femmes les plus indépendantes et les plus féministes se surprennent à aimer le regard conquérant des hommes sur elles, à désirer être un objet soumis dans les bras de leur partenaire ou à préférer des tâches ménagères, les petits plaisirs du linge bien plié, du petit déjeuner joliment préparé pour la famille, à des activités cessamment plus épanouissantes. Ces désirs, ces plaisirs sont-ils incompatibles avec leur indépendance? Les récents scandales sexuels qui ont agité le monde entier ont jeté une lumière crue sur ces ambivalences et sur l'envers de la domination masculine, le consentement des femmes à leur propre soumission. Sur les pattes de Simone de Beauvoir, Manon Garcia s'y attelle avec force parce que comprendre pourquoi les femmes se soumettent est le préalable nécessaire à toute émancipation. Donc voilà, enfin surtout la première partie quand ça parle concrètement des exemples de la vie quotidienne, c'est vrai que j'étais là à désirer être un objet soumis dans les bras de leur partenaire. C'est cool parce que du coup je l'avais lu au début de l'année, donc on va dire que c'était un peu la suite logique et je suis contente de l'avoir fait dans ce sens. Mais si on n'a pas lu Le Deuxième Sexe, c'est pas du tout un problème pour comprendre ce livre-là. Et du coup la lecture de ce livre-là, elle m'a un peu limite réconciliée avec Le Deuxième Sexe parce que on va pas mentir, vraiment quand je l'ai lu au final j'étais un peu déçue. Parce que je m'attendais vraiment à un truc, enfin je sais pas, à hauteur de la hype autour du Deuxième Sexe. Et au final j'ai été un peu déçue parce que je trouvais que au final, en le lisant là en 2021, il n'y avait rien de vraiment groundbreaking on va dire. Et surtout même des fois il y avait des trucs largement problématiques je trouvais. Après j'ai essayé de lui trouver des excuses en me disant bon bah c'était les années 60 donc ce qui était ouf à l'époque ça l'est plus du tout maintenant et des trucs qu'elle disait qui étaient problématiques c'était normal à l'époque. Mais du coup Manon Garcia dans son livre à elle explique bien que effectivement il y a des arguments dans Le Deuxième Sexe qui sont vraiment datés et qui sont plus d'actualité et qu'il faut pas prendre au pied de la lettre. Du coup j'ai été un peu rassurée que le ressenti que j'ai eu à la lecture du Deuxième Sexe, c'était pas juste moi qui faisais la meuf et tout en mode moi je suis pas d'accord en fait. On lui reproche aussi souvent de manquer vraiment d'intersectionnalité, dans le sens où quand elle parle de l'expérience des femmes, en fait elle va parler de l'expérience des femmes blanches du milieu bourgeois, parce que c'est son milieu immédiat à elle, c'est son expérience à elle et c'est ce qu'elle connaît. Donc quand on parle d'intersectionnalité, en fait ce qu'on veut dire c'est qu'une femme blanche d'un milieu bourgeois ne subit pas le même type d'oppression que une femme noire ou de couleur d'une classe plus modeste ou carrément défavorisée. C'est vraiment le fait de considérer que les types d'oppression peuvent s'exercer sur un individu à plusieurs niveaux et qu'on peut pas ranger les gens dans des cases à dire ok toi t'es une femme donc tu subis le patriarcat, toi tu es une personne de couleur du coup tu subis la suprématie blanche et le racisme, ou tu es le prolétariat donc tu es victime du capitalisme. Dans la vraie vie c'est pas comme ça que ça se passe et les systèmes d'oppression en fait se font à plusieurs niveaux et c'est pas du tout quelque chose qu'on retrouve du coup dans Le Deuxième Sexe parce que Simone de Beauvoir est considérée vraiment son environnement immédiat et basta quoi. La finalité de tout ça c'est que je suis quand même un peu mal à l'aise avec Simone de Beauvoir en général. Quand elle dit des trucs du genre que certaines femmes sont lesbiennes par choix, ou que oui quand on marche dans la rue on voit clairement qu'il y a les hommes et les femmes et qu'on peut que mettre les gens dans ces deux catégories. Voilà, je trouve que il faut remettre les choses dans leur contexte et mesurer la hype. J'essaye un maximum quand il y a des livres comme ça que tout le monde un peu encense de vraiment aller les lire de moi-même et d'avoir l'information vraiment sans intermédiaire pour pouvoir me faire ma propre idée. Et plus souvent que non, au final je me rends compte que ce que les gens disent sur ce livre en particulier, c'est pas vraiment ce qu'on retrouve dedans. Concrètement, en tout cas avec de Simone de Beauvoir, ce qui en est retiré, c'est que pas ouf au final. Et en commençant, j'avais complètement oublié en fait que l'autrice c'est une philosophe, du coup c'est vraiment par ce prisme là que le sujet il est abordé. C'est vrai qu'au vu du résumé, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus pratique et concret,
mais du coup c'est un peu plus élevé on va dire et philosophique du coup. Toute la première partie elle va être assez théorique et un peu plus difficile à lire parce que ça mobilise vraiment des notions de philosophie avec lesquelles j'étais pas forcément familière, donc c'était un peu plus compliqué et c'était vraiment nous expliquer en fait on va parler de la soumission mais c'est difficile de parler de la soumission des femmes pour telle ou telle raison. La raison principale étant que pendant très longtemps les féministes elles étaient mal à l'aise de parler de la soumission des femmes parce que ça paraissait un peu en contradiction avec leurs revendications et le fait que beaucoup de femmes se complaisent dans cette position soumise. Et ce que Manon Garcia elle explique en fait c'est que ce paradoxe en fait il est que en surface et que quand on creuse un peu on se rend compte que cette complaisance dans la soumission c'est intrinsèque de toute façon à l'oppression des femmes et que c'est la seule solution de sortie que les femmes ont trouvée pour redevenir sujet et non plus objet dans un système qui les oppresse. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, lisez le livre parce que j'ai le sentiment que j'explique très mal mais c'était vraiment intéressant au final, c'était pas forcément ce que j'étais venue chercher mais ça m'a quand même appris pas mal de choses et Simone de Beauvoir, on laisse... voilà quoi. Du coup, deuxième livre que j'ai lu au mois de juin, c'est Profession romancier de Haruki Murakami. Je vois bientôt le bout de sa bibliographie. Donc j'étais vraiment contente de lire un autre livre autobiographique de lui. Ça peut forcément pas plaire à tout le monde si on connaît pas déjà Murakami de base, mais si on a déjà lu plusieurs de ses livres et qu'on s'intéresse un peu plus profondément à lui en tant que auteur, écrivain et personne, c'est un livre qui peut être cool. Dans toute une première partie, il va vraiment du coup aborder le fait de devenir écrivain, écrire son premier roman, trouver l'inspiration, tout ça. Et après, dans une deuxième partie, il commence à aborder des sujets un peu plus larges. Il va parler de la société japonaise, de l'éducation et plein d'autres sujets. Et du coup, surtout en fait, dans le livre, il va donner plein d'anecdotes sur le processus d'écriture de pas mal de ses romans et comme je les avais déjà lus, bah du coup j'étais pas larguée dans ce qu'il disait et je comprenais de quoi il parlait quand il faisait référence à tel personnage ou à telle histoire, donc c'était cool, ça m'a vraiment senti genre plus proche de lui et un peu en mode on a des private jokes ensemble et tout, donc vraiment une lecture trop agréable si du coup on connaît déjà Murakami en tout cas. Donc du coup pour moi les deux types de personnes qui pourraient apprécier ce livre, c'est d'un côté ceux qui ont lu au moins 2-3 livres de Murakami et du coup veulent en savoir plus sur lui, et le deuxième type de personne ce serait éventuellement le type de personne qui veut peut-être devenir écrivain et que du coup ça peut intéresser plus concrètement tous les livres, tous les tips qu'il donne par rapport à comment lui il trouve l'inspiration, il écrit, comment il a écrit son premier roman, tout ça. Et ce que j'aime surtout beaucoup quand je le lis, c'est que le gars il est là, il a écrit plein de romans qui sont des best-sellers, qui sont vendus dans le monde entier, tout ça, mais vraiment quand il parle et quand il explique comment il a écrit ses livres et tout, il est tellement modeste, genre il est là en mode ah bah voilà j'ai fait ça et on dirait qu'il y a plein de gens qui aiment bien donc voilà, c'est moi. Donc bref voilà, en tout cas c'était un super livre, je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un que je peux admirer et qui n'est pas problématique. Pour l'instant en tout cas je croise les doigts qu'on n'apprenne rien de problématique sur lui à un moment ou un autre, mais voilà, c'était Profession romancier. Putain, je savais que j'avais oublié un livre. Le prochain livre c'est Le Portrait de Dorian Gray, mais je l'ai pas mis avec moi, il est là sur mon étagère et je peux pas me lever parce que j'ai ma chatte sur mes genoux. Insert photo. Du coup comme j'avais dit, Le Portrait de Dorian Gray c'est une relecture, je l'avais lu quand j'étais au lycée et j'avais grave envie de le relire depuis que j'ai regardé Sabrina sur Netflix. Mais bon, vu que je l'avais lu au lycée, en vérité j'avais pas beaucoup de souvenirs donc c'était limite comme une première lecture. Déjà à l'époque je me rendais pas du tout compte à quel point Oscar Wilde dans ce roman il avait vraiment fait une critique assez dure de la société de l'époque et surtout hyper sarcastique à travers le regard du personnage de Lord Henry. Personnage que d'ailleurs j'exècre au plus haut point, genre vraiment je le déteste, genre il m'insupporte. Il est là, il fait le mec en mode I'm not like other girls. Moi j'aime bien étudier les phénomènes de la société, tout ça et tout, alors qu'il sort les pires banalités. Il a pas d'idée, il a pas de personnalité, il veut trop faire le gars qui est pas comme tout le monde et tout. Vraiment il m'insupporte et c'est totalement à cause de lui qui est arrivé tout ce qui est arrivé à Dorian. C'est lui, c'est de sa faute. Mais en vrai j'aime pas Dorian beaucoup plus, hein. En vrai c'est juste un giga gamin qui a pas de personnalité, super influençable et qui veut jouer au grand en appliquant les idées de Lord Henry avec zéro esprit critique. Le seul personnage qui a foi à mes yeux c'est le peintre, c'est vraiment il y a que lui qui a un cœur pur, il y a que lui qui est gentil, il y a que lui qui mérite. Mais la preuve qu'il faut pas être gentil dans la vie parce qu'on voit très bien comment il termine, alors que c'est le seul qui était gentil et au final c'est lui qui se fait tuer comme un con. En tout cas c'était un livre cool si on fait abstraction de toutes les tirades qu'il y avait pour expliquer à quel point les femmes sont des êtres inférieurs. C'était un livre cool.
Troisième livre que j'ai lu au mois de juin, c'est un livre que j'ai lu sur ma liseuse et c'est Me and White Supremacy de Leila F. Saad. Donc comment dire que ce n'était pas une lecture facile, pas du tout. Comme je l'avais déjà dit, en fait c'est un espèce de workbook qui est vraiment destiné aux blancs et qui va couvrir plusieurs aspects de la suprématie blanche et expliquer comment elle se manifeste au quotidien et à l'échelle de l'individu sans même qu'on s'en rende compte en fait. Donc en fait c'est divisé en 28 chapitres qui sont on est supposé lire un chapitre par jour parce que c'est difficile de vraiment enchaîner plusieurs chapitres à la suite parce que ça demande vraiment des efforts de réflexion sur soi-même. Et chaque chapitre va vraiment se concentrer sur un aspect de la suprématie blanche et expliquer comment elle se manifeste et comment nous on en est complice d'une certaine façon. Et à la fin de chaque chapitre du coup va y avoir une série de entre 5 et 10 questions pour que nous on réfléchisse à de quelle manière ça se manifeste dans notre comportement à nous. Donc c'est dans cet aspect là que je dis que c'est pas du tout facile comme lecture parce que ça demande vraiment une réflexion sur soi-même et à voir la réalité en face en quelque sorte. C'est très tentant d'ouvrir ce livre en se disant que nous on est l'exception et que nous on n'est pas si mal au final, mais à la lecture de ce livre on se rend compte que au final il y a plein de choses dont on se rend pas compte et qu'il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de choses sur lesquelles on peut encore s'améliorer en fait. Les questions sont vraiment difficiles à répondre en fait parce que ça nous confronte vraiment à nos comportements du quotidien, mais c'est vrai que après, à chaque chapitre je me rendais compte que ça avait vraiment un impact sur ma vision du monde et sur comment je voyais les choses et ça m'a vraiment aidé à me décentraliser et à sortir de mon white gaze et voir les choses que de mon point de vue de personne blanche. Après pour être très honnête c'est pas une lecture, je pense en tout cas moi, qui est faite pour tout le monde. Il faut vraiment être prêt à faire ce travail à la lecture et pas juste le lire pour le lire et dire qu'on l'a lu en fait. Et c'est vraiment difficile, faut le dire, et même moi je sais que dans mon cheminement j'ai pas été parfaite, pour être tout à fait honnête il y a des questions où j'ai pas réussi à répondre et de toute façon elle le dit bien, c'est que c'est pas un livre qu'on lit une fois et qu'après on pose et on oublie, et c'est quelque chose sur lequel on peut revenir et à travailler toujours plus profondément pour toujours s'améliorer plus dans notre façon de se comporter. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est pas un livre grand public. Bref, je pourrais en parler pendant des heures encore parce que vraiment à l'heure actuelle ça fait 2 semaines que je l'ai terminé et c'est vrai que le sentiment d'inconfort il est encore toujours un peu avec moi et je pense que de toute façon on n'est jamais vraiment posé avec les idées qui sont dites dans ce livre et ça met du temps à process et avec le temps il y a toujours des nouvelles choses qui se unlock en nous on va dire. Bref voilà, je voulais juste avec quelques phrases que j'ai surlignées au cours de ma lecture et on passe au livre suivant. Le livre suivant qui n'est autre que Atomic Habits. Je vais pas m'étaler 200 ans sur ce livre parce que j'ai l'impression que je l'ai mentionné dans absolument toutes mes vidéos depuis que j'ai commencé, donc je commence moi-même à en avoir assez, mais pour la faire très courte, je suis très contente de l'avoir relu. Pour moi ça reste vraiment de toute façon son succès n'est plus à prouver, mais pour moi ça reste vraiment le meilleur livre de self-développement que j'ai lu et que je recommanderais à toute personne qui est novice dans ce terrain et qui veut commencer à lire sur ce sujet. C'est bien argumenté, bien documenté, bien expliqué, bien détaillé, tout, bref. Lisez-le. Donc dernier livre de ce mois de juin, je le mentionne parce que je l'ai commencé au mois de juin mais bon j'ai pas beaucoup avancé, c'est Little Woman de Louisa May Alcott. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis super longtemps et du coup je suis contente de l'avoir commencé. J'ai même pas lu 100 pages donc je peux pas vous en parler beaucoup. La seule chose que je peux vous dire en tout cas c'est que le mood grave agréable, grave cosy, grave ça se lit facilement, c'est cool. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce que je peux vous dire en revanche c'est où est-ce que je l'ai acheté. Pour ceux qui connaissent ils auront reconnu le logo de la maison d'édition Penguin English Library qui est du coup une maison d'édition anglaise, mais je ne suis pas allée en Angleterre pour l'acheter, non. Où est-ce que je l'ai trouvé? À Urban Outfitter à Paris Rivoli. Genre j'étais trop choquée, j'y suis allée avec ma soeur parce que bah bref on voulait voir un peu les vêtements vite fait. Et là je vois vers la caisse
plein de livres, de petits trucs un peu random et tout. Et du coup je me rends compte qu'ils ont que des éditions anglaises en fait. Genre c'était trop bien, j'étais trop contente. Surtout que je l'ai payé 9 €, hein, alors que pour une édition comme ça, enfin ce format en France, ça atteint très rapidement les 20 €. Donc j'étais trop contente. Dans le lot ce jour-là, il y avait aussi Milk and Honey de Rupicourt, pour ceux qui connaissent, et aussi le recueil de poésie de Halsey. J'ai lu le premier, pas le deuxième, mais pour vous donner un peu une idée de ce qu'il y avait. Je sais pas à quelle fréquence ils ont des arrivages, mais je sais en tout cas que je vais y retourner incessamment sous peu pour voir si je trouve d'autres pépites. Bref voilà, c'était mon petit bon plan que je voulais partager avec vous pour ceux que ça intéresse en tout cas. Du coup c'est tout pour mes lectures du mois de juillet, j'espère que ça vous a plu. Sinon ne me le dites pas. Cette fois-ci je vous donne pas mes lectures du mois de juillet, parce que c'est un secret pour ma prochaine vidéo. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai lu en juillet, il faut vous abonner pour voir ma prochaine vidéo. Voilà, c'était tout pour moi, bisous.